Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des méthodes de culture, d'amplification des virus et aussi des moyens de détection et de quantification des particules virales. Alors, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est un virus? Bien, c'est un parasite. C'est un parasite obligé, un parasite intracellulaire. Il a besoin d'une cellule pour se répliquer. C'est un parasite infectieux, évidemment. C'est fait comment un virus? Eh bien, c'est fait à partir de matériel génétique d'abord, qui est soit sous forme d'ADN, soit sous forme d'ARN. Ce matériel génétique est entouré d'une capside, c'est une boîte protéique qui va protéger le virus, le génome, euh, et éventuellement d'une enveloppe. L'enveloppe, c'est une membrane, une bicouche lipidique qui entoure cette capside. Donc voilà, je vais simplement schématiser deux types de virus. Et bien ça, c'est un virus à ADN double brun enveloppé. Je dessine l'enveloppe en mauve avec des glycoprotéines d'enveloppe en petits picots. Et puis voilà, je dessine un autre virus. Eh bien ça, c'est quoi? C'est un virus à ARN simple brun non enveloppé. Alors, pour cultiver, pour amplifier du virus, comment on fait? Eh bien, par définition, hein, c'est un parasite intracellulaire obligé, donc il nous faut une cellule hôte et parfois il nous faut l'hôte complet. L'hôte, si c'est un virus animal, bien ce sera un animal, ou alors une plante, ou alors une bactérie si c'est un virus de bactérie. Donc voilà, on a un animal, on a une plante, cet animal ou cette plante sont infectés par un virus, ils vont éventuellement développer des symptômes associés à cette infection, et bien nous allons isoler du tissu ou un fluide dans lequel se trouve le virus, filtrer cet isolat, récupérer le virus et le réinjecter, réadministrer à un nouvel hôte, et ainsi de suite donc pour continuer la propagation et l'amplification du virus. Alors, ces méthodes sont des méthodes importantes, mais il y a évidemment des limitations. Euh, la première limitation, c'est la reproductibilité. Ça dépend en fait, le comportement de l'infection va dépendre de l'hôte, donc on va utiliser pour ce faire des hôtes génétiquement proches pour éviter un problème de reproductibilité. Un autre problème est l'éthique, évidemment, mais ça reste des études, des moyens importants pour les études fondamentales du fonctionnement des virus. Alors, un autre moyen d'amplifier les virus, c'est l'utilisation d'œufs embryonnés. Après 10 jours, on va injecter à l'intérieur de l'œuf, dans l'embryon, du virus, et le virus va infecter ces cellules d'embryon et se multiplier à l'intérieur de l'œuf. C'est une technique encore utilisée de nos jours, par exemple pour produire des vaccins contre la grippe, le vaccin contre le virus influenza. Eh bien, le virus va se multiplier dans cet embryon et va servir pour la production du vaccin. Alors, cette technique n'est pas utilisable pour tous les virus. Il faut qu'ils puissent se proliférer dans ces embryons d'œufs. Mais c'est une méthode qui permet une production de masse. Alors, troisième méthode est l'utilisation de lignées cellulaires. Ce sont des cellules, ça peut être des cellules humaines, des cellules animales, des cellules d'insectes, que sais-je, mais des cellules qui sont sous forme de lignées et surtout immortelles. Donc, ce sont des cellules qui peuvent être multipliées à l'infini. Pour que l'on puisse amplifier du virus, il faut que ces cellules soient susceptibles à l'infection, c'est-à-dire qu'elles aient un récepteur pour ce virus. D'accord? Donc je dessine ici la cellule qui aura un récepteur, et bien le virus va s'y accrocher pour rentrer dans la cellule, pénétrer la membrane cellulaire. D'accord? Alors, ces cellules doivent surtout être permissives. Permissives, c'est quoi? C'est qu'elles permettent la réplication du virus à l'intérieur de la cellule. D'accord? Si le virus rentre mais qu'il ne peut pas se copier, ça ne sert évidemment à rien. D'accord? Donc voilà ici une particule virale qui va à l'intérieur de la cellule produire des milliers de copies d'elle-même. Alors cette méthode permet une production en masse, évidemment, et est toujours utile même pour les études fondamentales, compréhension du mécanisme de l'infection virale,
mais les études utilisant des modèles d'hôtes complets sont toujours nécessaires en complément. Alors, voilà, on va aborder maintenant les méthodes de détection et éventuellement de quantification des particules virales. La plus connue, la plus utilisée, c'est la méthode d'ELISA, donc c'est Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Alors cette technique permet en fait de faire quoi? Permet de voir s'il y a des antigènes viraux dans une matrice ou alors des anticorps contre ce virus. Prenons le cas d'un antigène viral. Eh bien voilà, si vous avez un plasma d'un animal affecté, vous voulez savoir s'il y a des particules virales dedans, eh bien vous allez déposer ce plasma sur une boîte, qui a été cotée par un anticorps. L'anticorps est spécifique de l'antigène viral que vous voulez détecter, puis vous ajoutez un second anticorps qui est couplé à une molécule colorée. S'il y a coloration, il y a présence d'antigène viral et donc de virus. Une alternative est de doser la présence d'anticorps, dans par exemple le sérum d'un animal infecté. Eh bien, sur la boîte, vous allez recouvrir cette boîte d'antigènes viraux et déposer le sérum. S'il y a des anticorps dans ce sérum, eh bien, un anticorps secondaire va reconnaître cet anticorps rouge et colorer le puits. Deuxième technique très utilisée, c'est la PCR, Polymerase Chain Reaction. C'est une technique qui permet de quoi? De détecter les acides nucléiques du virus. Alors, s'il s'agit d'un virus à ARN, il va falloir commencer la réaction par une réaction de reverse transcriptase. Donc, transformer l'ARN en ADN double brin. S'en suivra la réaction de PCR. Donc, l'ADN double brin, je le symbolise ici par les deux lignes, bleu foncé, bleu clair. Donc après la reverse transcriptase vient la PCR qui va utiliser un couple d'amorces spécifique d'une région particulière du génome du virus que l'on veut amplifier. On va faire des cycles, donc je ne réexplique pas le principe de la PCR, mais après 40 cycles, on va amplifier la quantité de matériel génétique par 2 exposant 40. Et ce matériel génétique va pouvoir être visualisé comment? Sur un gel d'agarose. Donc on va déposer notre produit de PCR sur ce gel d'agarose. Je symbolise ici les petites lignes par un ladder, c'est une échelle qui va permettre de donner le poids de notre produit. Si nous observons une bande à, par exemple, 200 paires de bases, la taille attendue, eh bien l'échantillon sera considéré comme positif. Pas de bande, l'échantillon est négatif, il n'y avait pas de virus dans cette matrice. Alors, il y a une autre alternative, c'est la PCR quantitative. Dans ce cas-là, on va mesurer en temps réel la fluorescence émise par le tube au cours des 40 cycles. Donc, pas de fluorescence, courbe rouge. Une fluorescence importante, courbe verte claire. Une fluorescence moindre, courbe vert foncé, veut dire qu'il y avait moins en fait de virus dans ce tube que dans le tube vert clair. Donc ça permet une détection et en plus une quantification. Alors, l'hémagglutination. L'hémagglutination, c'est aussi une technique pour détecter la présence d'un virus. Elle est basée sur un principe simple, c'est que certains virus ont la capacité de se lier aux globules rouges et ainsi les agglutiner. D'accord? Un exemple, une influenza a dans sa membrane des protéines qui s'appellent de l'hémagglutinine. D'accord? Il va agglutiner les globules rouges. Alors, on va détourner ce phénomène pour l'utiliser à notre avantage comme test de présence du virus. Je vais dessiner ici les puits d'une plaque d'hémagglutination vue d'abord de profil. Donc c'est un puits avec un fond conique ou alors vue de haut, un petit puits rond. Donc imaginez-vous un échantillon avec donc vous amenez les globules rouges et éventuellement cet échantillon contient du virus. Eh bien, les virus vont agglutiner les globules rouges et les globules rouges vont se déposer au fond du puits sous forme d'une couche assez homogène. Et donc tout le puits sera rouge. Ça, c'est un test positif. S'il n'y a pas de virus, les globules rouges vont en fait rouler tout au fond du puits et faire un tout petit bouton caractéristique d'un test négatif. Alors, une autre méthode est l'utilisation de plages de Lise ou alors d'essais de neutralisation. On va commencer par les plages de Lise. Plage de Lise, c'est une méthode qui permet de quantifier
le nombre de particules infectieuses dans une matrice. Alors comment on fait? Eh bien, on met des cellules en boîte, des cellules permissives et susceptibles évidemment au virus. Je les dessine ici, hein, donc une monocouche de cellules en orange, sur laquelle on va recouvrir ces cellules de gélose. Gélose, pourquoi? Pour éviter la diffusion du virus lors de l'effet cytopathique lytique du virus. Alors, maintenant, je rajoute mon liquide que je vais tester, liquide que j'ai dilué au préalable, pour être sûr d'amener très peu de virus dans cette solution. Eh bien, imaginons que dans cette goutte de liquide que j'ai déposée, il y avait 3 particules infectieuses. Eh bien, ces particules infectieuses, chacune d'elles va induire une plage de lyse. Donc, on va lyser les cellules qu'elle a infectées, les cellules qui ont été infectées par chaque particule virale. Donc, 3 plages de lyse correspondent à 3 particules infectieuses. Alors, ça ne veut pas dire que dans cette petite goutte de liquide, il n'y avait pas plus de virus. Il y avait peut-être par exemple 30 virus, 30 particules virales, mais seulement 3 étaient infectieuses. C'est vraiment un test quantitatif et aussi, j'ai envie de dire, de mécanistique. On est sûr que ces particules virales fonctionnent. Elles sont capables d'infecter et de lyser les cellules qu'elle a infectées. Alors, l'essai de neutralisation, c'est l'utilisation d'un test de plage de lyse, mais donc on fait exactement la même chose, hein, des cellules, de la gélose, du virus que là, du coup, on a cultivé, on a produit nous-mêmes, et on va rajouter par exemple le sérum d'un animal à tester. Si cet animal a des anticorps contre le virus, eh bien les anticorps vont reconnaître les particules virales et éviter que ces particules virales infectent les cellules et induisent des plages de lyse. Donc, l'absence ici de plages de lyse est synonyme de présence d'anticorps chez l'animal. Voilà, donc on a vu très rapidement comment on pouvait amplifier du virus et différentes méthodes pour détecter et dans certains cas quantifier le nombre de particules virales.